Donc, nous sommes sur un webinaire un peu plus long que d'habitude. On va être sur 1 heure parce qu'on a beaucoup d'intervenants et surtout des témoignages d'acteurs locaux, ce qui est toujours très intéressant. Donc, on vous demandera pendant les interventions de mettre vos questions dans le chat. Moi, je récupère les questions et je les reposerai aux intervenants à la fin de leurs interventions. On gardera 10 minutes pour les questions-réponses. Danaïs, je te cède la parole si tu as deux, trois petits points techniques à rajouter. Et sinon, bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous avez à votre disposition le chat pour poser toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir les liens du replay et le support que vous allez trouver sur la plateforme La Grande Équipe et la e-communauté du CNFPT. Comme Marie le disait aussi, faites attention à votre micro qu'il est bien coupé. Et on laisse la parole aux intervenants. Et un beau webinaire. Bonjour à tous. Ikram Aïssad, chargée d'études copropriété à l'ANA. Je remplacerai Sébastien Caté-Wagner. Je suis avec Bastien Lenné. Bonjour, Bastien Lenné, conseiller en stratégie territoriale à l'ANA. Alors, je ne sais pas si tout le monde se présente ou si on commence directement. Je pense qu'on va laisser les intervenants se présenter quand ils prendront la parole et on va vous laisser la parole, Lana, pour votre présentation. Oui, alors on va commencer par vous rappeler ce qu'est l'aide à la gestion urbaine de proximité. Ensuite, ce seront les Salut Sylvie. Excusez-moi, il y a un petit souci, Madame Aïssa, on ne vous entend pas. Est-ce que c'est juste moi? Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, là c'est bon. Pardon. Je recommence. Donc, je disais, pour rappel, la gestion urbaine de proximité est un dispositif qui est intégré dans une stratégie de redressement des copropriétés dégradées, dont la collectivité maître d'ouvrage est bénéficiaire, et non pas, comme pourraient le penser certains, le syndic ou le syndicat des copropriétaires. Les objectifs de l'aide à la gestion urbaine de proximité, donc GUP, sont multiples, mais on peut les articuler autour de 3 axes. Donc, le premier est la prévention de l'accentuation de la dégradation, c'est-à-dire qu'on va ralentir le cycle de dégradation dans lequel se trouve une copropriété en agissant sur la gestion urbaine de proximité. Le deuxième est l'aide à l'amélioration du cadre de vie des habitants sur les problématiques quotidiennes auxquelles ils font face. Et le troisième point est l'intégration des habitants dans le processus de redressement de la copropriété en favorisant leur adhésion à la démarche de requalification de la copropriété. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme je le disais, cette aide, on la retrouve dans les copropriétés qui font l'objet d'un dispositif opérationnel de redressement. Donc, les copropriétés éligibles sont celles qui font l'objet d'une OPA-CD, d'un volet copropriété dégradée d'une opération programmée, donc OPA ou OPA-RU, d'un plan de sauvegarde hors phase d'élaboration et d'une ORCUD, qu'elle soit de droit commun ou d'intérêt national. Par souci de cohérence, bien entendu, les actions qui sont financées doivent s'articuler avec les actions menées sur le parc local quand on a un territoire qui comprend les deux, et également doit s'articuler avec les missions qui relèvent du suivi animation. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, concrètement, que fait la GUP? On dit que la GUP couvre des actions de bas d'immeuble, donc comme c'est listé ci-dessous, donc la coordination des relations entre la copropriété, le ou les opérateurs et les services des collectivités locales, qui sont quand même les 3 principaux acteurs dans le redressement d'une copropriété. On a l'amélioration de la vie quotidienne des habitants. On va beaucoup axer sur la propreté des espaces extérieurs, avec une facilitation d'un usage raisonné des espaces extérieurs. Nous avons également la concertation, la sensibilisation et l'accompagnement des occupants pour garantir des conditions de vie convenables. Et nous avons l'organisation de la médiation avec les occupants pour faire émerger un travail collectif de redressement. Attention,
l'aide à la gestion urbaine de proximité n'est pas une aide à la gestion courante de la copropriété, c'est-à-dire qu'elle ne va pas financer les prestations qui ont été signées par le syndic. Pour finir, concernant la subvention, l'aide à la gestion urbaine de proximité est une aide qui est annuelle et qui est finançable à 50% des prestations subventionnables dans la limite de 900 € hors taxes par logement et par an. Voilà, donc là, c'est la dernière de ça, c'est vraiment pour vous rappeler les points importants. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez le recueil national des copropriétés. Je passe la parole, du coup, à Grigny. Bonjour, donc Émilie Vanier, je suis avec mes collègues, donc moi je suis chef de projet sur l'opération Orcode et donc à la mairie de Grigny. Je suis avec mes collègues de l'agglomération et ma collègue de la ville qui se présenteront chacun à leur tour. Et du coup, l'idée c'était qu'on vous présente la manière dont on s'est approprié le dispositif d'aide à la gestion urbaine, et chez nous on l'appelle et sociale de proximité, pour le quartier Grigny 2. Je veux bien la vignette suivante. Du coup, chez nous, c'est un peu spécifique. Donc, on est en dispositif hors code. Donc, on est 3 acteurs différents à pouvoir porter les actions de gestion urbaine et sociale de proximité. On est donc l'agglomération Grand Paris Sud, Seine et Seine-Sénart, la ville de Grigny et l'établissement public foncier d'Île-de-France qui a été nommé par l'État pour être l'opérateur pilote de l'ORCOD et du plan de sauvegarde. Donc, on a donc les modalités de financement qui ont été présentées auparavant, avec nous un nombre de logements important, 5000 logements, donc une enveloppe assez importante. Nos objectifs prioritaires, ils se recadrent complètement dans ce qui a été dit juste avant sur les objectifs de la GUSP au niveau national. Après, ce qui est assez particulier, c'est que donc on a un quartier donc de 5000 logements avec un centre commercial, etc. et beaucoup d'espaces qui sont en copropriété privée. Donc nous, c'est vrai que l'intervention possible de la GUSP, elle va être assez large, notamment, nous, on n'est pas que sur les pieds d'immeubles aujourd'hui, on est aussi sur des espaces qui, normalement, seraient des espaces publics, mais qui sont aujourd'hui encore des espaces privés de la copropriété. Donc, on va vous raconter ça. Bonjour, Patrick Guillotot pour la communauté d'agglomération. Alors, la communauté d'agglomération intervient sur deux sujets plus particulièrement. C'est sur les travaux de remise en état, parce qu'il faut voir que la copropriété est assez, comme vient de le dire Émilie, c'est très grand. Il y avait notamment beaucoup de voiries, des réseaux, et il y a tout un travail de remise en état. Donc, on est sur une enveloppe de 2,5 millions par an. Et on a aussi beaucoup de travail sur le fait qu'il faut nettoyer les voiries et les espaces verts. Et donc là, on a un deuxième poste qui est de 700 000 € à peu près par an. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, vous avez quelques exemples de travaux qui ont été réalisés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Grigny 2, c'est très grand. Ça fait plus de 40 hectares. Il y a plusieurs kilomètres de voiries. Au milieu, il y a une gare RER qui draine plusieurs milliers de passagers par jour. Donc, on est sur des problématiques de… Alors, excusez-moi, on a aussi une problématique qui est intervenue en 2019, à savoir que tous les espaces qui sont à vocation publique sortent de la copropriété. Donc, la scission est en cours et on a anticipé la scission de la copropriété en mettant en place une convention de gestion où effectivement la communauté d'agglomération a repris en gestion tous ces espaces publics qui sont les voiries, les espaces verts, les aires de jeu notamment. Et sur ces voiries, ce qui n'est pas immédiatement visible, c'est qu'il y a des réseaux, notamment le réseau d'éclairage et les réseaux eau potable et EUEP. En fait, les problématiques auxquelles on est confronté, c'est de la remise en état parce que, 1, ça n'a pas été entretenu, 2, qu'il n'y a pas eu d'évolution par rapport aux nouveaux usages,
Et 3, par rapport au fait qu'on a des problèmes de sécurité qui sont absolument à prendre en compte, par exemple avec le parc arboré, parce que c'est une copropriété où il y a beaucoup d'arbres, c'est plutôt une bonne chose, mais comme il n'avait pas été entretenu, il a fallu, par exemple, mener des campagnes d'élagage et d'abattage assez conséquentes depuis 2019. Et la dernière thématique qui est importante, qui n'a pas été évoquée dans la première slide au niveau des montants, c'est tout ce qui concerne les déchets. On a beaucoup d'actions sur le nettoyage et la collecte. Alors, c'est soit la collecte des ordures ménagères basiques, mais aussi les encombrants et le nettoyage en général de tous ces espaces. Voilà, présenter rapidement de quoi il s'agit. Alors, bonjour, donc moi c'est Léa Bezard et je m'occupe de la GUSP sur Grigny 2. Alors en fait, en termes d'amélioration du cadre de vie, nous aussi au niveau de la ville, on mène des actions de surentretien. Donc on intervient sur tout ce qui est retrait des déchets sauvages et élagage aussi des arbres dangereux. Donc GPS, l'agglomération va intervenir sur les espaces qu'elle a repris en gestion et nous, on va intervenir plutôt sur les pieds d'immeubles. Donc soit sur des opérations ponctuelles sur des secteurs assez précis, très dégradés, ou soit on va faire à l'échelle de toute la copropriété pour vraiment avoir un effet coup de poing et que ce soit visible. On intervient aussi sur la dératisation, donc sur les espaces à vocation publique, mais aussi depuis peu sur les pieds d'immeubles. Parce que le problème des rats était quand même assez important sur Grigny 2 et sans ça, sans l'intervention sur les pieds d'immeubles, on serait encore quand même assez infesté. Donc, on intervient beaucoup plus aussi, 6 interventions au lieu de 4 auparavant. Et à chaque fois, 3 fois par an, on mène une dératisation avec d'autres acteurs. Donc, on agit tous en même temps pour, pareil, ce soit aussi des effets coup de poing et que ce soit visible. Donc, on demande aussi à l'agglomération de pouvoir, en même temps que nous, donc elle, intervenir sur les réseaux d'assainissement et les syndics, on leur demande de pouvoir dératiser leur partie commune intérieure. Et enfin, on intervient sur le retrait des véhicules épaves et ventouses, donc sur les espaces à vocation publique. Donc, il y a un gros problème de stationnement sur la copropriété. Donc, non seulement ça empêche d'autres habitants de stationner, mais ça donne une image d'abandon qui est quand même assez importante. Donc, on essaye aussi de lutter contre ça et on retire environ 150 voitures en moyenne par an. Ensuite, alors je laisse ma collègue vous présenter cette slide. Un des sujets qui est plus du coup en intervention sur vraiment le fonctionnement des copropriétés, c'est la veille technique et sociale. Donc c'est un dispositif piloté par les PIF qu'on a souhaité imaginer collectivement pour pouvoir faire rentrer la gestion urbaine et sociale de proximité à l'intérieur des immeubles et pouvoir travailler sur les dysfonctionnements de quotidienneté dans les immeubles. Donc, l'ensemble des dégradations, des dysfonctionnements techniques sur les ascenseurs, les réseaux, et pour pouvoir faciliter déjà la remontée d'informations des problématiques, parce qu'on est sur des immeubles où les habitants finissent par avoir du mal à signaler leurs problèmes, la facilitation de l'intervention technique et de sa réponse. Et puis, l'idée, c'est que aussi ce dispositif qui est de la facilitation, de l'amélioration, de la gestion, de la fluidification des interventions, soit aussi couplé avec un fonds de financement pour permettre à ces travaux ou petites interventions de se mener plus facilement en complément de l'aide à la gestion. On est aujourd'hui essentiellement sur les immeubles qui sont prévus au recyclage de copropriété, c'est-à-dire à une acquisition publique à 100%, et donc soit une démolition, soit une transformation en logement social de ces immeubles. Et donc, on sait qu'au fur et à mesure que le dispositif va avancer, les immeubles vont se vider, les problématiques vont augmenter. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir pallier à ces dysfonctionnements et maintenir un cadre de vie minimum dans ces immeubles jusqu'à leur démolition.
Donc, un chapitre important de la GUSP, c'est la concertation auprès des habitants. Donc, à chaque projet de réaménagement que l'agglomération réalise, on mène une concertation en amont pour débattre sur un projet, valider des options lorsque c'est possible. Est-ce qu'on passe en sens unique, on reste en double sens? Donc, c'est vraiment pouvoir intégrer les habitants à la réhabilitation d'espaces vraiment centraux de leur vie de quartier. Et on mène aussi des concertations sur tout ce qui est des projets où on va avoir besoin de connaître quel est leur usage de la ville et de savoir qu'est-ce qui serait le mieux, par exemple sur la signalétique. On a une problématique de la langue à Grigny, donc comment mieux indiquer, mieux permettre aux habitants de se diriger. Donc là, on va avoir tout un travail sur les pictogrammes, les cartes, et avec une mobilisation aussi des enfants, des adolescents, qui a un public qui peut être parfois un peu éloigné des comités de quartier. Donc, c'est aussi important de réussir à les intégrer. Ensuite, on a une autre action qui est de renforcer l'appropriation des espaces extérieurs. Donc, les espaces extérieurs, soit les pieds d'immeubles qui sont aujourd'hui inexploités, ou soit les espaces à vocation publique comme les aires de jeu qui sont parfois dysfonctionnants, où il faut permettre de favoriser un usage plus positif. Et donc là, pour faire en sorte que les habitants se réapproprient leurs pieds d'immeuble, on a imaginé plusieurs actions, donc des actions, ce qu'on appelle d'embellissement de la copropriété, où vous allez avoir par exemple des chantiers de peinture, des barrières en béton par des habitants, donc c'est la photo en bas à gauche. On va aussi mettre en place des animations culturelles ou sportives dans les aires de jeu pour donner aux habitants l'envie de revenir dans des espaces qui aujourd'hui sont occupés par des pratiques déviantes. On a des projets artistiques comme en haut à droite, donc comment sensibiliser les habitants à des nouveaux équipements déchets par un projet artistique. Et dernière action qu'on va commencer là cette semaine, c'est l'intervention de médiateurs qui va compléter les médiateurs de la ville, qui va pouvoir intervenir en soirée, le week-end, pour justement essayer de pacifier des espaces qui posent problème aujourd'hui. Enfin, nous avons la slide suivante, une thématique développer le lien social. Donc là, c'est comment faire en sorte d'aider les habitants à pouvoir s'informer de leurs droits, de se saisir des instances qui existent pour améliorer leur situation sociale et financière. Et donc ça, au niveau de la ville, on a une action sur le secteur de la gare auprès des personnes immigrées qui sont en situation de précarité pour les aider à se professionnaliser et aller vers un projet de restaurant solidaire. On a aussi des permanences qui sont mises en place à la maison de quartier pour pouvoir aider les habitants à se saisir des instances juridiques. Et puis, au niveau de l'agglo et de l'EPIF, on a aussi des actions qui vont aider à développer le lien social. Et donc là, ils vont faire intervenir Voisins Malins, Voisins Malins qui repèrent, qui forment et salarient des habitants pour pouvoir sensibiliser les habitants du quartier à des messages soit sur la protection de son quartier, sur tout ce qui concerne les déchets, ou par exemple sur les impayés de charges de copropriété. Et le dernier projet, l'ouverture d'une maison du projet à Grigny 2. Donc ça, c'est aussi, ça montre à quel point la GUP, on l'a aussi imaginé en complément des plans de sauvegarde et du projet urbain et de rénovation urbaine du quartier en lien avec l'ANRU. C'est que donc, dans ce quartier, on va avoir beaucoup de transformations urbaines. On a présenté aux habitants un projet qui porte sur l'acquisition publique de 1350 logements avec la démolition de 900 logements et la transformation en logements sociaux de 450 logements, aujourd'hui propriété privée. Et donc, cette maison du projet, l'idée, c'est qu'elle soit le lieu central qui permette à tout habitant du quartier qui a une question sur le projet, mais aussi sur sa vie quotidienne dans son immeuble, aussi sur ses problématiques quotidiennes, de pouvoir avoir déjà un accueil de proximité et qui le réoriente
très fortement et l'accompagne dans sa réorientation vers d'autres services publics ou puisse répondre déjà à ces questions et accueillir aussi toutes les permanences d'accompagnement social, de relogement, d'acquisition du plan de sauvegarde qui vont du coup continuer à travailler sur le quartier pendant des années. Donc cette maison du projet, elle est financée avec, donc les travaux sont financés dans le cadre de l'ANRU et le recrutement d'un chargé d'accueil et d'animation de cette maison sera porté et financé avec la GUP. Voilà. Merci beaucoup. Et on a quasiment respecté le temps. On vous remercie effectivement, Grini, pour cette belle présentation qui donne à voir ce que l'on peut mobiliser en matière de GUP de façon très diversifiée, comme vous avez pu nous le démontrer, mais tout ceci pour accompagner un projet de redressement d'une copropriété en pacifiant les espaces extérieurs, donc ce qui permet aussi de répondre à des problématiques d'insécurité, de se réapproprier ces espaces pour les habitants, de recréer du lien social, et tout ceci concourt en fait à redonner confiance aux habitants dans la poursuite du projet. Donc c'est bien l'objet de l'aide GUP, c'est d'accompagner le projet de redressement. Alors j'ai vu beaucoup de questions ont déjà commencé à défiler, mais je vous invite maintenant à découvrir dans un second temps les projets de Bastia, qui vont nous présenter en quoi peut consister un volet GUP dans un projet de requalification de l'habitat privé en quartier ancien. Bastia, vous la parole. Bien, Isabelle Aubert, directrice du renouvellement urbain et de la cohésion sociale à Bastia. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement ce qu'on fait sur Bastia en termes de GUSP, pas de GUP, mais de GUSP. On tient à OS. Alors, d'abord, juste pour expliquer un petit peu la difficulté qu'on a aujourd'hui par rapport à la maturation des projets, qu'ils soient urbains ou sociaux, c'est qu'on avait historiquement donc un périmètre de l'OPA-RU que vous voyez en orange là sur la partie gauche de l'image, qui correspondait fort bien au périmètre du QPV. Et avec l'évolution de la politique de la ville sur Bastia et notamment le passage du CUX au contrat de ville, on a vu notre quartier prioritaire qui est en haut à droite sur la diapo, qui s'est fortement réduit et qui n'englobe plus que, on va dire, un petit tiers du périmètre de l'OPA-RU. Là-dessus, on a un périmètre dans cet OPA-RU, on a un PRCAD qui est en cours d'achèvement avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et dans nos périmètres OPA-RU, c'est à peu près 25 hectares sur le centre ancien et 500 immeubles. Nous avons 46 copros dégradés qui ont été identifiés, mais dont une grande partie n'est pas dans le QPV. Là-dessus, depuis 2018, nous avons conventionné un programme Action Cœur de Ville, c'est le périmètre bleu qui va au-delà de ça, mais pour lesquels aussi on s'interroge aujourd'hui sur des questions de gestion urbaine et sociale de proximité. Je vais y revenir très rapidement, puisque à Bastia, les problèmes qui se posent dans les quartiers, notamment en termes de propreté, de collecte, d'épaves, ne sont pas uniquement concentrés dans nos quartiers prioritaires, mais sont l'affaire de toute la ville. Et le maître mot sur la question de la gestion urbaine et sociale de proximité, malgré le fait, et je le déplore et je le redis, et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, qu'on n'a pas des périmètres emboîtés et donc on a des leviers financiers qui sont difficiles à capter selon ce que l'on veut faire. Malgré tout cela, le maître mot, c'est vraiment l'égalité de traitement des Bastiais sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut passer à la diapo suivante. La GUP, c'est une histoire historique, mais qui est en mouvement à Bastia, puisqu'elle a été initiée en 2003 dans les quartiers sud, qui sont des quartiers des années 60, sur lesquels on a déjà eu un programme de renouvellement urbain, sur lequel on est, dans les jours qui viennent, en train de signer un nouveau programme de rénovation urbaine. Donc, elle a été impulsée d'abord avec une convention cadre qui était liée à la première contractualisation des contrats de ville sur Bastia, qui s'est amplifiée avec le PRU en 2006 et qui notamment est devenue GUSP, puisque on a implanté dès 2006 une maison de quartier avec nos médiateurs, avec un chef de projet cohésion sociale, et on est très vite passé de la GUP à la GUSP. Ça a fait tache d'huile puisque avec la signature du PRCAD en centre ancien en 2012, on a contractualisé pour la première fois en 2014
une convention de gestion urbaine et sociale de proximité dans le centre ancien, avec un pilotage ville de Bastia, bien sûr, en lien avec l'ensemble des partenaires. Tout ça pour vous dire que, en fait, nous, aujourd'hui, on n'est pas comment on vient dans le dispositif OPA-CoPro GUSP, mais comment de notre GUSP, qui est déjà multifacette et multiforme, on intègre ce dispositif. Donc, la première convention qui a été mise en place sur le centre ancien a permis de faire quand même pas mal de choses, parce que la GUSP, ce n'est pas un dispositif, c'est une démarche. Ça ne se décrète pas, ça se construit, ça évolue au fil du temps. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sortent. Il y a aussi l'importance de l'implication des partenaires, et selon parfois on change de partenaire dans une démarche qui dure depuis des années, et on se rend compte à quel point la GUSP porte sur des personnes d'abord et avant tout. Donc l'installation de la GUSP sur le centre ancien d'abord a permis de créer une équipe, de mettre une démarche, d'identifier des partenaires, de proposer des nouvelles façons de travailler collégialement, mais aussi d'identifier des freins et des manques de cette démarche. En 2 mots, on avait une convention en 2014 qui était très ambitieuse, très complète, avec une centaine de fiches actions. Et s'il y a des choses qui ont pu être faites, notamment en accompagnement des programmes urbains, puisqu'on avait donc les OPA, le PR4, mais aussi deux opérations de résorption d'habitat insalubre, je dois dire très clairement que la question de comment on implique les copros privés était un vrai problème pour nous. Et même si c'était un vieux pieux qui avait été affiché dans la première convention, on ne peut pas dire qu'on a eu des résultats très probants à ce jour. On a décidé, fin de cette année, pardon, juste revenir 2 minutes, voilà, merci, de fusionner nos 2 conventions GUSP, quartier sud et centre ancien, et c'est presque révolutionnaire chez nous parce que c'est des quartiers qui sont complètement différents, et de faire une seule convention dont la signature est en cours avec, je dirais, les objectifs classiques de remédiation au dysfonctionnement, de pérennisation des investissements réalisés et de développement d'initiatives qui concourent au bien-être, au mieux vivre ensemble et au lien social dans nos quartiers. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc, les domaines d'intervention de notre nouvelle GUSP, je dirais, sont assez classiques et recouvrent les domaines qui ont été cités par mes prédécesseurs, avec une attention très particulière qu'on porte aujourd'hui, et c'est, je pense, très important pour les copros, la question des secteurs en chantier, puisqu'on travaille dans un tissu ancien qui est extrêmement complexe, avec peu d'air de respiration, des accès chantiers compliqués, des sites très occupés, des gens qui sont propriétaires pour 50% à peu près, et qui sont très impliqués dans ce qui se passe en bas de chez eux, enfin, ou souvent très inquiets plutôt que très impliqués. Donc, une grande vigilance sur ce nouveau dispositif, sur la question de la GUSP en chantier, sur lesquels nous réfléchissons aussi beaucoup. Le deuxième grand axe de cette convention, c'est comment on implique des habitants dans le processus, pas seulement de la concertation, puisque ça, ce sont des choses qui ont été faites, alors avec plus ou moins, on va dire, là aussi, des choses qui fonctionnent ou des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais vraiment, on cherche aujourd'hui à impliquer des habitants. Et pour terminer, cette nouvelle convention GUSP, on l'a sortie d'un plan d'action qui est un plan d'action que l'on veut vraiment très concret, qui peut évoluer au fil du temps et qui, je dirais, viendra s'adapter au contexte que l'on croise et aux dysfonctionnements que l'on relève. Voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, en fait, nous avons dans notre nouvelle convention 2 types de fiches. Des fiches qui sont des fiches outils, des fiches méthodes. Par exemple, vous citiez tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les équipes, nos 2 équipes de quartier, de chefs de projet cohésion sociale et des médiateurs, sur de la veille technique et sociale dans les quartiers, au pied des immeubles, dans la rue, dans les espaces publics, dans les équipements, qui génèrent, on va dire, immédiatement des fiches de signalement qui sont adressées aux partenaires concernés, ou qui génèrent des groupes de travail qui sont soit thématiques, soit ponctuels, soit stratégiques, en fonction des différents éléments
que l'on voit. Et donc, ces fiches, donc, il y a des fiches d'actions qui sont développées, des outils dans la GUSP. Par exemple, on aimerait mettre en place une plateforme de veille sociale et technique avec un outil un peu plus performant que des fiches Word et des suivis et du reporting qui n'est pas facile à faire. Et on a des fiches opérationnelles. Et c'est là que, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, on a travaillé avec l'ANA pour vraiment faire un plan d'action très resserré et pour mettre cette fiche action, dont je vous laisserai le loisir de prendre connaissance de manière plus détaillée plus tard, cette fiche action qui vraiment se dit, aujourd'hui, on travaille sur un quartier qui est le centre ancien, on fait déjà pas mal de choses, on fait beaucoup de choses sur l'urbain grâce au programme de rénovation urbaine, on fait beaucoup de choses sur l'habitat grâce aux OPA, aux opérations de résorption d'habitat insalubre qui ont eu lieu. Comment on arrive à passer du logement à l'immeuble, de l'immeuble à la rue, comment on arrive à créer du lien entre les gens, comment on fait respecter son quartier, son voisin et aussi les intervenants qui viennent, comment on explique que oui, il va y avoir des travaux dans un mouchoir de poche où il y a à la fois des copros dégradés, mais pas que. C'est pour ça que cette fiche, elle est importante, copros dégradés, parce qu'il y a un dispositif de l'ANA, mais elle s'insère dans un contexte beaucoup plus large. Donc, comment on arrive à faire comprendre aux habitants qu'il va y avoir des nuisances générées par un chantier, mais que plus il y aura de blocage de leur part et plus ce chantier durera longtemps et sera pénible pour eux. Donc là, on est toujours sur les 3 temps, avant, pendant, après. Comment on crée autour de ces événements des moments festifs, des moments conviviaux, des moments où les gens se retrouvent. On utilise pour ça et comment, bien sûr, on pérennise les investissements qui ont été réalisés en impliquant dès le début les habitants et en faisant en sorte qu'ils s'approprient au mieux tout ce qui a été créé au travers des différents dispositifs, notamment urbains. Donc, on essaye d'utiliser, je le disais tout à l'heure, c'est pas facile parce qu'on a des périmètres qui sont assez différents, donc on essaye de piocher un peu à droite à gauche tout ce qu'on peut en termes de dispositifs et de financement pour nos actions, hein, qui vont là aussi d'un travail avec un club de prévention spécialisé qui fait faire des tags dans des endroits qui sont régulièrement utilisés pour écrire des insultes, par exemple sur le quartier. Comment on fait aussi un travail avec des acteurs culturels qui travaillent sur la mémoire des lieux, la mémoire des habitants, au travers de récits, au travers d'un travail de travaux photographiques. On utilise plusieurs dispositifs qui sont bien sûr le contrat de ville, donc dans la cohésion sociale. On travaille aussi aujourd'hui, puisque sur le cœur de ville, on a mis en place un POPAC qui a bien sûr pour vocation première d'accompagner les copropriétés fragiles, mais qui comporte une ligne qui consiste à essayer de travailler sur, puisqu'on a un habitat souvent en îlot, avec des cœurs d'îlots ou des cours d'immeubles qui sont aujourd'hui mal appropriés, souvent très sales, souvent plus souvent occupés par les rats et par les poubelles que par les habitants. Donc là aussi, on essaye de mailler le travail sur les copros privés avec ce qu'on va faire sur le POPAC, et on utilise aussi, y compris sur le plan ingénierique et financier, le projet urbain qui nous permet quand même d'asseoir, je dirais, assez confortablement, en tout cas en termes d'investissement, la démarche de GUSP. Pour nous, l'intérêt d'avoir une fiche spécifique COPA copro dégradé, je ne sais pas si elle nous permettra d'émerger au dispositif de l'ANA, mais en tout cas, on travaillera dans cet esprit, ça c'est certain. C'est de mailler à la fois les initiatives publiques et privées, c'est d'optimiser l'action publique sur les quartiers et d'essayer de décupler son impact, de faire comprendre ce qu'on fait. C'est aussi, et ça c'est hyper précieux, c'est d'identifier dans les copros ce qui est compliqué dans le centre ancien, ce qui l'est moins dans les quartiers sud, puisqu'on a des bailleurs sociaux qui sont assez bien structurés, d'identifier des personnalités dans ces immeubles, des personnes ressources sur lesquelles on va s'appuyer pour faire passer des messages qui peuvent être un peu des sentinelles sur le quartier, sur lesquels on va pouvoir dialoguer avec eux, avec les entreprises qui interviennent pour leur expliquer les contraintes de chacun. C'est aussi, et ça on en a parlé assez longuement avec l'ANA,
c'est aussi dans le centre ancien de faire sortir un petit peu de leur discrétion les locataires, puisque on a des dispositifs aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup aux propriétaires, mais les locataires ont beaucoup moins l'occasion de s'exprimer. Donc, au travers de cette GUSP copro dégradée, mais qui sera une GUSP copro plutôt, comment on remet les locataires au cœur du dispositif. Bien sûr, vous l'avez dit, comment on redynamise les pieds d'immeuble. Alors là, c'est aussi le travail de créer des endroits qui peuvent servir aux habitants pour leur permettre, bien sûr, de mettre leurs poussettes, leurs vélos, de créer, pourquoi pas, des lieux de bricolage collectif, des lieux où ils peuvent se retrouver, mais aussi peut-être de retravailler sur de la redynamisation commerciale. Et là, c'est vraiment au travers de l'action du programme Action Cœur de Ville qu'on va travailler sur ces sujets-là. Comment on retravaille les cours, les espaces publics, bien sûr. Et enfin, et c'est sans doute la chose la plus importante, comment on remet de la vie dans ces quartiers, comment on fait sortir dans les copros dégradés les logements vacants de leurs vacances, comment on refait venir des gens habiter dans ces lieux et leur donner l'envie de vivre là et de vivre avec tous ceux qui les entourent. Voilà, je n'ai pas fait une présentation très classique, mais j'en ai terminé. On vous remercie effectivement à Bastia pour nous avoir fait découvrir un autre contexte, parce que contrairement à Grigny 2 où le projet porte sur un ensemble immobilier complexe qui est intégralement copropriété, là ici à Bastia, on illustre bien en fait les enjeux d'inclure les copropriétés dans un quartier plus mixte en matière d'habitat et aussi dans l'articulation des différents dispositifs que vous avez pu déployer. Donc, on voit bien à travers ces deux exemples que les actions qu'on peut financer côté ANA par le financement GUP ANA sont très diverses. Ces actions, je tiens à le souligner, les actions que nous finançons, elles doivent être menées par la collectivité ou dans l'exemple de l'EPF Île-de-France, le maître d'ouvrage, en tout cas du dispositif auquel l'action GUP est rattachée. Donc, la collectivité se retrouve directement actrice du redressement de la copropriété par ce biais. Et il s'agit d'un soutien actif aux actions qui sont engagées par la copropriété pour son redressement. Donc, c'est aussi comme cela qu'on peut voir le déploiement d'une GUP, c'est de remettre en confiance tous les acteurs. On voit bien aussi l'intérêt de développer un volet GUP pour soutenir les actions qui sont visibles pour les habitants, qui peuvent répondre à des problématiques diverses de sécurité, de réappropriation des espaces extérieurs, mais surtout pour permettre aux habitants de se projeter plus sereinement dans le projet de requalification, et ce, que ce soit à l'échelle d'une copropriété ou d'un quartier entier. Donc maintenant, ces exemples, ils doivent forcément vous interpeller vis-à-vis des situations que vous connaissez aussi par ailleurs. Et donc, on vous propose un petit temps d'échange avec une sélection de questions. Oui, merci. Donc, il y a eu déjà pas mal de questions sur le chat. Alors, j'ai essayé de les regrouper un petit peu. Il y a eu pas mal de questions, je pense, qui concernent plus le financement, enfin voilà, des questions un peu techniques sur les modes de faire. Alors, je vous en pose quelques-unes en paquet, puis vous y répondrez. Quelle articulation avec les éventuelles aides de l'ANRU sur la GUSP également? Comment se passe la gestion des demandes de subventions entre les trois acteurs? Et puis, j'avais aussi une question. Le fait que ce soit effectué dans le cadre d'une ORCOD, il n'y a pas seulement le maître d'ouvrage du dispositif qui peut être financé, mais tous les partenaires de l'ORCOD, à l'inverse d'un PDS hors ORCOD, par exemple. Est-ce que c'est bien cela? Voilà, bon, c'est des questions un peu techniques. Je vous laisse y répondre et puis on passera à la suite. Alors, prise effectivement dans l'ordre. Donc, les questions d'articulation en rue, donc il y a une règle de non-cumul, de toute façon, entre financement ANA en rue pour les mêmes actions. Après, sur ce que peut financer l'ANRU, on remet la question à l'ANRU, évidemment. Là, on vous présente effectivement le dispositif ANA. Ensuite, par rapport à la subvention entre les trois acteurs, j'imagine que c'est quand on a évoqué collectivité, copropriété,
et opérateur, a priori, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est bien une subvention aux actions de la collectivité ou du maître d'ouvrage. Et donc, c'est aussi la troisième question. Effectivement, dans le cadre de l'ORCOD IN de Grigny 2, il y a bien un maître d'ouvrage qui est l'EPF Île-de-France, des collectivités qui sont partie prenante, inévitablement. Et donc, on peut bien financer les collectivités dans ce cadre-là. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, tous les exemples qui ont été donnés, notamment, je pense, sur Grigny 2, de voirie, d'ératisation et lagage, sont des travaux. Est-ce que ce sont des travaux et des prestations financés à 50% par la GUSP? Et puis, il y avait une question aussi concernant l'établissement public foncier d'Île-de-France qui portait une attention sur la gestion urbaine de proximité. Et donc, la question, c'était de savoir quelle est l'origine de ce marché, voilà, comment ça s'est fait en particulier là-dessus. Et alors, il y avait une question aussi, alors peut-être que ça concerne un peu plus Grigny 2, sur les modalités de financement GUSP dans la maison de quartier. Alors là, il y a un mot que je n'ai pas compris, il est marqué FI de l'ETP accueil. Donc l'ETP, je pense que c'est l'équivalent temps plein, mais j'imagine FI pour financement. Mais voilà, je vous laisse. Je garde rapidement la main pour répondre sur les travaux éligibles. Effectivement, sur les prestations éligibles, on est assez large, hein. Il faut que ça rentre dans le projet de redressement de la copropriété. Comme l'a rappelé aussi ICRAM, il ne s'agit pas de financer des actions de gestion courante, hein. Il s'agit éventuellement de surgestion, c'est-à-dire des actions qui sont dues soit à un défaut d'entretien, à un manque d'attention de la part des copropriétaires ou un manque de moyens, en tout cas une volonté de la collectivité d'aller agir à la place d'eux pour essayer de redresser les choses. Après, sur les questions sur Grigny, moi je propose de passer la parole effectivement à l'équipe Grigny 2 pour la question de comment l'EPIF est arrivé à travailler sur la GUP et les modalités de financement en maison de quartier. Du coup, l'EPIF est amené et est venu sur la GUP parce qu'il est pilote de l'ORCOD et du plan de sauvegarde. Donc, comme on vient de se dire, c'est un dispositif qui est à la jonction et pilote aussi du dispositif, du projet en rue. Donc, comme c'est un projet à la jonction de ces trois interventions sectorielles, du coup, ça faisait sens. Et après, du coup, on a, vous l'avez peut-être entrevu, on a un peu une répartition entre les trois partenaires sur nos compétences, nos types d'intervention, l'agglomération plutôt en gestion espace public, nous en substitution des copropriétés qui ne sont pas encore capables de reprendre la main, pas structurées, et les PIF plutôt en complément, plan de sauvegarde, voire intervention en rue. Je reviens aussi sur la question du coup de la maison du projet. En effet, l'intervention GUP ANA sur la maison du projet, c'est le financement du poste d'accueil. D'accord. Je ne sais plus s'il y avait une autre question. Oui, il y avait plusieurs questions pour le projet de Grigny 2, notamment concernant les habitants et comment vous les avez associés au projet. Des questions aussi sur combien d'habitants à Grigny et sur l'agglomération. Et puis, est-ce que les actions de surentretien menées par la ville ont nécessité des recrutements supplémentaires ou des renégociations de contrats? Tu veux commencer? Oui, alors pour les habitants, en fait, donc il y a une assez longue tradition sur Grigny d'avoir des comités de quartier, des conseils de voisinage avec des habitants assez investis. Après, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir toucher des publics qui ne font pas partie de ces comités, donc qui sont soit des parents d'élèves ou des personnes un peu plus jeunes. Et donc là, en fait, on a un service participation des habitants sur lequel on s'appuie pour les concertations et qui a une base de données qu'il exploite à chaque fois pour chaque concertation. Et puis ensuite, on essaye aussi d'être assez visible dans l'espace public en étant soit sur des aires de jeu, soit sur des endroits en fait très visibles où
la personne qui va passer va voir notre barnum, va se demander ce qui se passe, donc du coup va venir. Nous aussi, on va à la rencontre des gens. C'est vraiment une action hors les murs assez forte où on va vers les gens pour aller les chercher et on a quand même plutôt pas mal de retours en général qui sont assez variés et ça fonctionne plutôt bien, mais ça demande vraiment d'aller chercher les gens. Juste être sur un comité officiel, une base de données, ça fonctionne pour les plus investis, mais on ne va pas réussir à aller chercher les autres. Donc, il faut vraiment aller dehors et aller chercher les gens. Et après, pour les autres questions, je crois que c'est plutôt ma collègue. Alors, il y avait une question sur la population. Donc, la population de Grigny 2, elle est estimée à 17 000 habitants, donc dans les 5 000 logements, ce qui représente plus de la moitié de la population communale. On a aujourd'hui 39 000 habitants. Et au niveau de l'agglomération, je ne saurais pas bien vous dire. Et on n'a pas la réponse à cette question. Et après, il y avait une question sur... j'ai oublié la dernière. C'était par rapport aux actions de surentretien. Je l'ai bien en tête. Sur les actions de surentretien, donc il y a 2 sujets différents. Les actions de surentretien de l'agglomération, ça a en effet été des renégociations des marchés en cours. Après, nous, on était de toute manière sur l'intégration d'un quartier énorme dans les marchés en cours de l'agglomération. Et nous, par contre, côté ville, nous, c'est des actions vraiment plus ponctuelles. Donc, c'est vrai qu'on fait appel à de la prestation ponctuelle, mais c'est pas quelque chose d'harmonisé. Et si ce qu'on peut dire, oui, c'est qu'au sein de la ville, mais c'est pas financé par la GUP, mais on a un patrouilleur qui a été créé récemment au sein des services techniques. Après, c'est sur tout le secteur de la ville, mais pour pouvoir faire remonter plus facilement les dysfonctionnements, les constater et les gérer en lien avec les intervenants terrain et sur les espaces publics essentiellement. D'accord. Alors après, donc là, vous avez répondu pour les habitants. Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers concernant l'association des conseils citoyens également, qu'est-ce que j'avais vu, les syndics de copropriété aussi, et puis les conseils syndicaux? Sur le conseil citoyen, chez nous, c'est assez compliqué. Il est très dévitalisé, voire quasiment inexistant. Après, ce qui est plus fort, c'est qu'en fait, le conseil citoyen, plus ou moins, en tout cas les gens qui restent investis, sont des gens qui étaient investis dans leur conseil syndical et dans la représentation de leur copropriété. Et donc oui, c'est bien sûr essentiellement eux qui sont souvent investis et qui viennent aussi à tous les ateliers de concertation. Aujourd'hui, c'est vrai que le travail en lien avec les copropriétés sur la GUP, il démarre tout juste parce qu'avant, on était plutôt sur de l'appropriation déjà du dispositif et la mise en place des sujets sur l'espace public qui étaient plus simples. Aujourd'hui, avec le recrutement et l'arrivée de Léa Bezard, on commence à initier ces actions avec les copropriétés. Et aussi, dans le cadre de la scission de la copropriété et le fait que chaque nouvel ensemble de copropriétés va être légitimé dans son fonctionnement et aussi dans ces nouveaux espaces à gérer, il va y avoir tout ce travail à faire entre plan de sauvegarde et GUP. Et vraiment, justement, c'est un peu ce qu'on vous a présenté, c'est que dans le démarrage de la GUP, on a un peu repris tout en gestion et on est intervenu puissance publique très fortement jusqu'au pied des immeubles des copropriétés, voire avec la veille technique et sociale à l'intérieur des immeubles. Et l'idée, c'est qu'on travaille avec la normalisation et le redressement des copropriétés à en sortir et à retourner sur une gestion où les copropriétés se réinvestissent leurs sujets, avec le plan de sauvegarde, reprennent leurs contrats et leur entretien de leurs espaces de manière autonome, et que petit à petit, on lève la GUP et que le plan de sauvegarde et la copropriété par elle-même reprennent sa gestion. Donc, c'est vraiment très complémentaire et du coup, c'est aussi, ça va évoluer dans le temps.
D'accord, merci. Je pose encore 2 questions à Grigny, puis après on passera sur des questions plus spécifiques pour Bastia. Quelle articulation avec les forces de police pour les problèmes de sécurité publique et quelles actions sur le centre commercial? Mais qui a posé cette question? Alors, quelle articulation avec les forces de police? C'est pas le sujet le plus évident. En tout cas, sur la GUSP, ça a pas. Il y a une instance de travail avec les forces de police, les pompiers, qui était déjà mise en place par la ville et qui continue à fonctionner. Après, on est sur des difficultés avec des effectifs qui sont très faibles, avec des regroupements de commissariats. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Donc, et notamment, on est tributaire de leurs interventions sur les enlèvements des véhicules au-delà de certains espaces que la police municipale créée par la ville, qui est en train de se structurer, arrive à gérer. Il y a des endroits où la police municipale aujourd'hui n'intervient pas vu la complexité du site, et donc c'est la police nationale. Et en effet, on pâtit un peu de leur défaut de mobilisation. Donc ça, on peut se dire que c'est dans nos axes d'amélioration. Et donc sur le centre commercial, le projet, donc le centre commercial fait partie de la copropriété, sinon ce serait pas drôle. Et donc le projet pour ce centre commercial, c'est à terme une démolition et reconfigurer le quartier par cette démolition. Aujourd'hui, on est sur de la gestion transitoire d'espace, notamment sur tous les extérieurs, et un peu de la pacification des usages, même s'il y a encore des projets à monter, mais en tout cas de la gestion transitoire et du réaménagement temporaire en attendant la démolition et que le projet urbain prenne tout son sens à ces espaces-là, et des questions de pacification des usages qui restent à creuser. Et surtout, si c'est... je vois qui peut avoir posé cette question et qui cherche aussi leur porteur de projet parfois. Merci. Je vois que le temps passe. On va poser quelques questions sur le projet de Bastia. Alors, les copropriétaires doivent-ils participer au tour de table des financeurs? Et puis, j'avais une autre question. Est-ce que la GUSP locale travaille avec à la prévention des difficultés des copropriétés neuves, si jamais il y en a? Alors, sur les copros neuves, il n'y en a pas, puisque on est en train de travailler sur les reconstructions dans les dents creuses du PRK, des DRHI, et on aura surtout des logements locatifs sociaux, seulement 8 logements, donc 2 opérations de 4 logements au copro neuf. Donc pour le moment, on va démarrer les travaux maintenant, on n'y est pas encore. Et sur la question, alors j'ai pas bien compris, la question sur le tour de table des financeurs. Financement. Oui. Est-ce que les copropriétaires participent, doivent participer au tour de table des financeurs? Des financeurs de quoi? Je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas bien. J'avoue que je comprends pas bien la question non plus, mais. Ah d'accord, parce qu'en fait les copropriétaires, ils participent pour ce qui est du financement de leur copropriété. Après, j'ai peut-être pas été très claire sur ce que j'ai dit, mais ce que je vous ai expliqué avec les problèmes de périmètre qui sont pas emboîtés et des problèmes, nous aujourd'hui à Bastia, jusqu'à présent, sans parler d'éventuellement conventionner et donc de solliciter un financement auprès de l'ANA pour la GUSP copro, c'est un peu le système D. On se débrouille un petit peu avec les dispositifs qui sont à notre portée. J'ai vu passer une question sur le théâtre, mais par exemple, tout projet un petit peu culturel, nous, on fait finance au travers du contrat de ville pour travailler sur ces sujets. Et c'est bien un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a des périmètres aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes. Donc, on va aller travailler sur des copros qui sont en dehors du QPV, mais avec des missions GUSP qui sont exactement les mêmes que dans un quartier prioritaire. Et on ne pourra pas forcément utiliser certains outils financiers. Donc, sur l'investissement, je dirais moindre mal, parce qu'avec les programmes urbains, avec Cœur de Ville, avec la DSIL, avec les choses comme ça, on arrive à faire des trucs. Sur tout ce qui est fonctionnement, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où il faut mettre des moyens aujourd'hui dans les quartiers. On le sait. Il faut
il faut absolument, enfin moi j'en profite aussi pour faire passer des messages, il faut qu'on rende cohérents nos périmètres d'intervention et il faut qu'on sorte de l'empilement des dispositifs qui sont juxtaposés, mais on peut faire avec un, mais on peut pas faire avec l'autre parce que de l'autre côté de la rue, ça marche plus. C'est là-dessus qu'il faut qu'on soit soudés et unis, et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Bien sûr, rien que sur le périmètre au PARU, il y a 500 immeubles. Dans ces 500 immeubles, il y en a 46 qui sont au copro dégradé. Quand on fait de la GUSP, normalement, on est censé la faire sur le quartier prioritaire politique de la ville. Non seulement on va aller voir les copeaux dégradés qui sont de l'autre côté du périmètre, mais on va aussi s'occuper des copeaux pas forcément dégradés qui sont en OPARU et qui ce sont des habitants, et on va essayer justement de pas faire des dispositifs morcelés, mais au contraire de réunifier un petit peu les choses. Donc, je ne pense pas qu'en y réfléchissant, qu'a priori, les copropriétaires feraient partie du tour de piste ou de tour de table des cofinancements. Par contre, ce qu'on attend des copropriétaires, c'est qu'ils s'expriment, c'est qu'ils disent des choses, c'est ce qu'ils disent qui ne va pas pour qu'on trouve des solutions avec eux. Alors, non pas pour arrêter les chantiers parce que ça crée des nuisances ou coordonner le chantier des espaces publics avec ça on sait faire avec le chantier de la copro, mais pour vraiment trouver des choses qui sont concrètes et qui permettent d'améliorer leur cadre de vie. Voilà, je ne pense pas qu'ils soient impliqués dans le tour de des financements. Juste très rapide complément, effectivement, même s'ils ne sont pas partie prenante dans le financement et donc pas forcément dans les discussions par rapport au financement qui sont à la main de la collectivité, il faut tout quand même rappeler que pour intervenir sur l'espace de la copropriété, la collectivité doit obtenir l'accord des copropriétaires. Donc, il y a forcément à un moment donné un partage avec les copropriétaires des actions qui sont envisagées pour permettre ensuite à l'action de se dérouler sur l'espace de la copropriété. Voilà, c'était juste pour préciser. Merci pour ces précisions. Alors, il reste, on a quasiment dépassé le temps, donc je vais prendre encore 2 petites questions et puis on va s'arrêter là. Je suis désolée pour les questions qui seront restées en suspens, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Est-ce que justement par rapport au financement, donc il y a 50% pris en charge, est-ce que dans les 50% restants, les copropriétaires payent justement une partie des actions ou des travaux? Alors non, justement. Enfin, pour répondre rapidement et passer à la question suivante. Merci. D'accord. Et la dernière question que je voulais poser et qui concerne à la fois Grigny et Bastia, c'est est-ce que vous envisagez des projets d'urbanisme transitoire intégrant des actions de la GUSP sur vos territoires? Est-ce que c'est des questions qui se posent? Donc oui, donc sur le secteur de la gare, du centre commercial, comme l'expliquait Émilie. Après, on a aussi le secteur du bateau, par exemple, qui va être aussi impacté par le futur projet urbain. Pardon, le bateau, c'est une aire de jeu, en fait, et avec des parkings privatifs en dessous. C'est une dalle au-dessus, où donc c'est une ancienne aire de jeu où il n'y a plus rien. Donc là, on va mettre en place des aménagements transitoires en attendant le futur projet urbain. Donc oui, il y a plusieurs secteurs où on va mettre en place ce type de projet. D'accord. Et pour Bastia? Alors nous, on avait acheté un ensemble immobilier qui s'appelle Le Bon Pasteur, dans lequel on avait un projet qui devait être contractualisé dans le cadre d'un PRU, qui a finalement évolué en PR4, et ce secteur-là n'a pas pu être intégré faute de moyens financiers. Aujourd'hui, ce bâtiment qui totalise à peu près 2800 mètres carrés et qui est inoccupé est fortement squatté, donc a posé des questions, on va dire, en termes de prévention de la délinquance, de tranquillité publique, de sécurité dans le quartier, dans le cadre de la GUSP. Nous avons travaillé, donc on a proposé la restructuration de ce bâtiment dans le cadre de l'AMI Réinventons au cœur de ville avec Réinventons le Bon Pasteur. Malheureusement, l'investisseur qui s'est positionné dessus n'avait pas vraiment compris les règles du jeu, donc on n'a pas pu le retenir. Mais parallèlement, on a mis en place une AMO pour une occupation temporaire avec plateau urbain.
Et on travaille dans une logique probablement liée à tout ce qui est développement culturel, insertion sociale, numérique. Et on a un projet qui est en train de poindre. Alors malheureusement, nous avions sollicité le fonds Friche pour essayer de trouver des moyens financiers pour réhabiliter ce lieu, mais ça n'a pas pu aboutir. Donc on perd pas, pour autant, on n'a pas lâché l'affaire et on continue d'essayer d'avancer. D'autant que ça pourrait coïncider avec une candidature de Bastia, capitale européenne de la culture en 2028. Donc on continue sur la piste culturelle sur ce lieu-là pour le moment. D'accord. Ben, merci à tous pour ces interventions très fructueuses et qui visiblement ont répondu à pas mal de questionnements des participants. Désolée encore pour les questions qu'on n'a pas pu prendre, mais bon, on essaye quand même de tenir les délais. Voilà, j'ai pris en note toutes les questions. Si les intervenants peuvent y répondre, ce sera fait et on rajoutera les réponses aux questions avec le support de présentation et le replay qui seront disponibles à la fois sur la plateforme de la grande équipe de la NCT et sur les communautés du CNFPT. Et juste pour compléter, Marie, on va poursuivre ces réflexions parce que l'ANA, le CNFPT et la NCT vous met à disposition une enquête que vous pouvez trouver sur le chat. Cette enquête est ouverte jusqu'au 31 juillet. Et va permettre en fait d'identifier le besoin, identifier les bonnes pratiques et ça va permettre aussi de construire le prochain webinaire sur ce sujet. Ça ne prend pas beaucoup de temps, donc vraiment prenez votre temps et il va être à destination de tous les acteurs de la politique de la ville, du renouvellement urbain, de l'habitat privé au sein de services de l'État et des collectivités et des structures associatives. Tout à fait. Merci Danaï pour ces précisions. Et puis, on vous souhaite un bel été puisque c'est notre dernier webinaire avant les grandes vacances. Et puis, on vous retrouve à la rentrée avec Danaï pour la suite de ces rendez-vous de la politique de la ville. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt.